auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci à vous de prendre part à ce rendez-vous incontournable de l'actualité sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir. À la une de l'actualité, 4920 volailles appartenant à plusieurs communes de Bouza en provenance des Anders et du Nigeria sont morts du virus de la grippe aviaire, nous affirme le directeur général de l'élevage de Tawa dans l'interview qu'il a accordée à nos correspondants de Tawa. Suivez cet extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Cette grippe, en tout cas, a été confirmée suite à l'introduction de la volaille donc, en provenance de la région des Andes, plus précisément vers Magaria et du Nigeria. Donc, c'est l'autre ONG, Samaritan Plus, donc, qui a à la demande des populations, donc, ils ont acheté, ou ils ont prévu d'acheter 11 000 sujets. Donc sur les 11 000, ils ont amené 4 920. Donc tous les 4 920 sujets, en tout cas, sont morts. Donc suite, en tout cas, à la grippe aviaire, H5N1. Donc aujourd'hui, tous les villages, en tout cas, d'intervention de ces ONG-là, donc à savoir Lomoudou, Karofan, Amrikawa, Parahaki et Guzman, en tout cas, leurs volailles sont contaminés du virus, donc de la grippe aviaire. Donc aujourd'hui, nous sommes en tout cas sous surveillance, en tout cas tous les agents de service, en tout cas de l'élevage du département, en tout cas sont mobilisés, en tout cas pour la surveillance active de la maladie. Donc c'est ainsi que, après confirmation donc, de la grippe aviaire par le labo Niamey, donc nous avons informé les autorités régionales, en tout cas de la présence de la grippe aviaire dans le département de Bouza, plus précisément dans le village de Alomoudou. Donc ce n'est pas Alomoudou seulement, c'est dans les 5 villages d'intervention de l'ONG, donc dans les villages que je vais citer. Donc c'est ainsi que j'ai effectué une mission, donc avec le directeur régional de la Bossel Tawa, accompagné du directeur départemental de l'élevage de Bouza et du vétérinaire chargé du service vétérinaire de proximité, et privé de proximité. Donc nous sommes rendus sur le lieu. Nous avons trouvé, en tout cas, les deux responsables de l'ONG, Samaritans, à qui nous avons posé des questions. Donc nous avons comprendre effectivement que ce sont des sujets en provenance donc, de la région des Andes et une partie du Nigeria. La République du Bénin a refusé tout accès aux éleveurs du pays voisin dans le Niger. À cet effet, suivait la réaction du président de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Ça fait un peu longtemps d'ailleurs que le Bénin prend des mesures ou en tout cas fait des gestes qui ne favorisent pas la transhumance transfrontalière. Et pour eux, il y a plusieurs raisons. D'abord,
avant même l'avènement des djihadistes, comme on le dit. On dit que les éleveurs sont violents, ils créent des conflits, ils font des dégâts champêtres, ils s'attaquent aux populations. Bon, ça, c'est une cause principale qu'ils ont toujours argué pour refuser ou pour ne pas faciliter la transhumance transfrontalière. Et récemment, il y a une nouvelle donne qui est là. On pense que les éleveurs favorisent la pénétration des agents violents à l'intérieur de leur pays. Donc, toutes ces... comme il y a une forme de stigmatisation, aussi bien dans nos pays que dans leur pays, et que les Peuls étant souvent les plus grands transhumants, on pense qu'ils sont considérés comme des terroristes. Pour cette raison, donc, ils essaient de limiter ou d'interdire la transhumance. Et cette décision a de graves conséquences, en tout cas sur les éleveurs. D'une part, ceux qui n'ont pas pu partir, compte tenu de leur tradition d'aller vers les marchés, les pâturages, les points d'eau, voilà qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus accéder à ces facilités de pâturage, ces facilités de marché. Or, la plupart de ces éleveurs-là ne savent même pas pourquoi. Est-ce qu'on les a empêchés ou pas, tu vois? Donc, c'est des familles entières qui, vivant du fruit du bétail, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Quelqu'un qui a perdu son troupeau de moutons, bon, qu'est-ce qu'il devient? Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs ont perdu leur cheptel, du fait d'abord des violences, mais aussi du fait que les animaux qui restent, qui ne sont pas préparés à rester sur place, ne peuvent plus vivre, quoi. Parce que les espaces aussi du sud ne sont pas suffisants pour garder ces animaux qui viennent du nord, en tout cas qui viennent des régions où, en saison sèche, ils ne peuvent plus rester. Donc, c'est un grand problème. Et donc, ceux qui perdent leur bétail aussi sont obligés de se replier dans des zones de repli où ils vont venir encore faire en sorte que les ressources naturelles ne suffisent plus. Ça crée des bagarres, ça crée beaucoup de frustration là aussi. Donc vous voyez que sur le plan économique, sur le plan social, il a des impacts énormes sur les éleveurs. Le fait d'empêcher cette... Nous, on ne prend pas de mesures, mais on informe les éleveurs que tel pays ou tel autre pays ne veut plus recevoir les transhumants. On les informe, on les sensibilise de ne pas aller dans ce pays pour éviter des problèmes. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours que ces éleveurs-là entendent nos messages et ils outrepassent ces messages-là pour rentrer dans les pays. Nous avons appris qu'actuellement, il y a des éleveurs au Bénin qui sont partis là-bas. Récemment, j'ai écouté un vocal de Tidjani qui parlait du fait qu'il y a des éleveurs nigériens, en tout cas des éleveurs étrangers dans leur pays. Donc, cela veut dire que tout simplement, nos messages ne sont pas souvent acceptés parce que pour certains éleveurs, c'est une question de vie ou de mort, cette transhumance-là. Ils pensent que s'ils ne partent pas, c'est la mort pour eux et leur bétail. Donc, ils outrepassent nos messages et ils vont dans ces pays trouver des problèmes. Le conseil que je donne à nos éleveurs, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui s'organise, un monde organisé. Les éleveurs doivent nécessairement travailler avec leurs organisations pour qu'ensemble ils soient forts. Forts d'abord pour avoir une voix, forts pour faire la pression sur nos gouvernants, parce que
vous le savez, un pays comme le Niger, il a d'énormes potentialités en matière d'élevage, mais les politiques ne sont jamais orientés vers la satisfaction de ces besoins-là. Si on est organisé, si on est fort, je pense qu'on peut imposer à nos gouvernants vraiment une politique qui fera que nous n'avons plus besoin d'aller, par exemple, dans ces pays. Parlons santé dans cette édition et plus précisément de l'accident vasculaire cérébral AVC, souvent appelé attaque, qui survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue. Hassia Diallo s'est entretenu avec Dr Taganga sur les causes, les conséquences, les signes et surtout comment s'y prendre face à une personne attaquée par le AVC. Suivez son reportage. Un AVC, la définition de l'acronyme, c'est accident vasculaire cérébral. C'est lorsqu'on a un accident d'un vaisseau du cerveau, de l'encéphale, accident vasculaire cérébral. C'est lorsque nous avons grosso modo des vaisseaux qui quittent le cœur et qui partent irriguer tout le corps. Et puis des vaisseaux qui retournent au cœur, qu'on appelle veine. Lorsqu'on parle d'AVC, une artère peut être touchée ou une veine. C'est lorsque une artère ou une veine est bouchée, une partie du cerveau n'est plus irriguée. Cette partie-là, elle meurt. Comme quand on coupe le vaisseau de quelqu'un, ou ceux qui ont le diabète, ceux qui ont l'habitude d'aller à l'hôpital ou qui ont des parents diabétiques qui ont souvent des plaies, des noirceurs au bout des doigts parce que la zone est nécrosée, c'est la même chose. Le cerveau va s'infarcir, on parle d'infarctus cérébral, comme lorsqu'on fait farcir un poulet ou une dinde. Donc, c'est le premier type d'AVC. Le vaisseau artériel peut éclater également, se rompre. On parle d'AVC hémorragique dans ce cas, dans le cas où le vaisseau est rompu. AVC ischémique dans le cas où le vaisseau est bouché par une thrombose. Donc c'est les deux types d'AVC qu'on a et ça c'est un déficit qui survient brutalement. La personne marche tout de suite, un coup il tombe, il n'arrive pas à bouger le membre. Donc il y a vraiment des facteurs de risque. L'hypertension, c'est un facteur de risque. Les problèmes de lipides, le cholestérol. On mange du dambou le matin, à midi on mange du riz, on boit de la boule d'oignon, on prend un coca. Tout ça, on fait beaucoup d'apports de sucre et de lipides. Et puis on va chez maintenant, on dit de donner la partie qui est vraiment grasse. On veut non, tout cela, on apporte beaucoup de gras, tout est important, hein, mais nous en consommons en excès et tout ça, ça va faire quoi? Ça va favoriser ce qu'on appelle l'athérome qui commence depuis le bas âge. L'athérome là c'est quoi? C'est des dépôts de graisse, de globules rouges et d'autres éléments qui vont boucher la paroi de l'artère. Jusqu'à ce qu'on en arrive à un moment où ça peut se détacher à une occasion particulière pour aller devant boucher les artères qui sont de calibre plus petit. Et c'est terminé, on a un AVC. On a un AVC ischémique et c'est le même mode que l'autre, ça survient brutalement. Et ça va avoir les mêmes conséquences sur le plan fonctionnel a priori. La sédentarité aussi, le fait de ne pas bouger, de ne pas faire du sport. L'alcool également c'est un facteur de risque. Hein. Le tabac c'est un facteur de risque, c'est un facteur important le tabac. Il faut vraiment éviter le tabac. Il faut vraiment, scientifiquement, l'alcool, une petite quantité, ça passe. Une grosse quantité, c'est mauvais sur tous les plans. Voilà, c'est un peu ça. Mais le tabac, même une toute petite quantité, ce n'est pas bon. Le tabac, c'est le premier élément à arrêter par tout le monde. C'est un gros facteur de risque d'AVC et de beaucoup d'autres maux. Les symptômes de déficit musculaire qui survient brutalement. Nous avons ce qu'on appelle, donc dans le cas de ce qu'on appelle un syndrome pyramidal, parce que c'est le neurone moteur principal qui est touché. Et puis c'est un déficit qui va être un déficit de survenue brutale, un déficit qui d'hypotonique va devenir, donc de flasque va devenir hypertonique, va devenir spastique. On peut avoir des troubles sphinctériens, etc. Mais c'est surtout le déficit moteur. On peut avoir des troubles sensitifs, la personne peut ne pas sentir. En fonction des zones où c'est survenu, un AVC, rapidement, on conduit la personne à l'hôpital.
On appelle le SAMU, puisque nous avons un SAMU, ça échappe aux gens. Avant, on n'en avait pas, mais nous-mêmes, ça nous échappe. Mais le SAMU, il faut l'appeler, il est là pour ça, ils sont là pour ça. Appelez le SAMU. Et puis le médecin va vous dire quoi faire avant qu'il ne vienne. Si vous avez des gens à côté qui sont médecins, qui sont étudiants en médecine, un cabinet de santé, il faut vous déplacer. Si vous ne savez pas déplacer la personne, appelez en urgence, on appelle à l'aide. Le médecin qui est là à côté, il prend l'attention, c'est très élevé, il sait que c'est un AVC, il va déjà commencer à vous donner des mesures à suivre. En fonction de ce qu'il a, il peut faire ce qu'il peut faire. Parce que c'est vraiment délicat de prendre en charge un AVC. Il faut forcément un médecin, au minimum un médecin généraliste pour le prendre en charge, pour ne pas qu'on aggrave l'état du patient. Nous conseillons aux gens de ne pas prendre l'aromage, du sel, ce qu'il faut. C'est vraiment très salé. Du sel ou du bouillon, ce qu'il faut. Je parle scientifiquement et je m'assume. Du sel. Évitez de consommer trop gras et trop sucré. Évitez les aliments ultra transformés. Évitez la sédentarité. C'est important. Les problèmes de lipides, lorsqu'on les suivre. Lorsqu'on a une maladie particulière, la suivre. Évitez tout ce qui peut permettre d'éviter le diabète. Donc le fait de bouger, d'éviter d'avoir un surpoids, c'est important. Lorsqu'on a un diabète, une hypertension, bien la surveiller. Bien suivre les recommandations des médecins. En un mot, faire du sport, manger bien et équilibré, les fruits, les légumes, les oméga 3, le poisson, l'huile d'olive, l'huile d'arachide d'Amsigui, c'est mieux que l'huile de palme pour ce que nous sachions. Donc c'est cela. Poursuivons avec le département de Filengue qui a accueilli un atelier de formation des jeunes leaders des organisations paysannes pour une période de 3 jours. Autre précision avec la rédaction. Renforcer la capacité des jeunes leaders des organisations paysannes de Filengue en leadership et technique de plaidoyer est le but de cet atelier de formation organisé par l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, en abrégé APES, en collaboration avec le G5 Sahel, la coordination de la plateforme paysanne du Niger, le réseau des organisations pastorales et des éleveurs du Niger. Au nom de toutes ces institutions, le président de APES Niger, M. Amadou Seni, a expliqué les objectifs visés à travers cet atelier dont l'importance n'est plus à démontrer dans la région de Tilaberi, département de Filengue. Depuis plus d'une décennie, le contexte sahélien est marqué par l'insécurité et le changement climatique. En réponse à ces défis, en 2019, les 6 pays du G5 Sahel plus 1, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal, sous la coordination du FIDA, ont conçu le programme intitulé Programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques, dénommé SD3C. Au Niger, le programme couvre la région de Difa, notamment le département de Ngigimi, et la région de Tilaberi, dans le département de Filingue, et vise essentiellement l'amélioration de la résilience des exploitations paysannes qui font face aux défis sécuritaires et climatiques. Mesdames et messieurs, après la tenue du forum des acteurs locaux sur la gestion et la prévention de conflits ruraux, ici même à Filingue, le 16 septembre 2022, nous voilà aujourd'hui pour une session de formation avec l'appui du SD3C. Cette session de formation qui durera 3 jours vise de façon générale à renforcer les capacités de leaders des organisations paysannes, notamment les femmes, les jeunes et les hommes, sur le leadership et le plaidoyer afin qu'ils puissent défendre leurs intérêts et de participer dans les dialogues politiques tant au niveau local, communal, départemental, régional et national. Au nom du préfet du département de Filengue, empêché et à son propos, le secrétaire général de la préfecture a souhaité la chaleureuse bienvenue aux invités et aux participants, succès aux travaux qu'ils ont à effectuer durant les 3 jours de formation. Ceci cadre parfaitement avec le programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, qui a fait de la sécurité
une de ses priorités. C'est pourquoi je vous invite à être attentifs et assidus tout au long de cette formation pour le bénéfice de nos laborieuses populations. Sur ce, je déclare officiellement ouverts les travaux de cette présente formation. À l'occasion de cet atelier de formation, plus d'une vingtaine de personnes composées d'hommes, de femmes et de jeunes venus de plusieurs départements de Filengue seront outillés davantage à leadership et sur les techniques de plaidoyer. Je vous invite à présent à suivre la deuxième étape de la Oumara chez Hambali Voyage. Avec ce reportage, découvrez comment Hambali Voyage reste auprès de ses pèlerins pour les aider à faire les rituels. Suivez plutôt. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Les pèlerins de l'Alliance Hambali Voyage ont eu l'opportunité d'effectuer les visites aux Ziara dans la ville sainte de Médine comme prévu au cours de cette Oumra qui se déroule du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Des visites effectuées avec des encadreurs expérimentés, animés par la volonté de faire comprendre aux pèlerins la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les moments historiques de la religion musulmane. Ainsi, les encadreurs de l'Alliance Hambali Voyage, au cours de cette première étape, ont fait découvrir aux pèlerins la mosquée de Kouba, qui se trouve à 3 km de Médine. Kouba, selon des sources concordantes, est la première mosquée construite en islam. Elle est un carrefour par excellence pour les pèlerins. Ici, 2 rakats effectués valent à elles seules une umrah. Les pèlerins visitent par la suite la mosquée de Kibleten ou la mosquée dite des 2 minarets. Elle est considérée comme la mosquée où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a reçu la révélation de changer la Qibla, direction de la prière, de Jérusalem à la Mecque. La mosquée Kibleten fait partie aussi des premières mosquées de Médine. Autre lieu visité, le cimetière Al-Baqi, le plus ancien et le plus important cimetière islamique de l'histoire, abritant les tombes de plusieurs proches, mais aussi et surtout les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, qui trouvèrent la mort à la bataille de Uhud. Un mont situé non loin de Médine est rendu célèbre par la bataille qui s'y déroula 3 ans après l'Hégire en l'an 625. alhamdulillah da fatan kabarai goga mutum jira idan su idan indi da makara da kada yi da mai wani asan so ko mutum da dina ko mano goga barka. Ça fait 5 jours jour pour jour que nous sommes ici en tout cas pour les rites de la Oumra, et ce matin nous avons décidé de commencer le périple. C'est ainsi que nous sommes là ce matin à Kouba. Médine, ville accueillante, d'apaisement spirituel et symbole de l'islam, est la capitale où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'installa pour faire rayonner les lumières de l'islam après avoir été obligé de quitter la Mecque, sa ville natale. Après ces visites, les pèlerins de l'Alliance Hambali Voyage se prépareront pour l'accomplissement de la Oumra à la Mecque, la ville de la grande mosquée Al-Haram qui abrite la Kaaba avec la même ferveur religieuse. Hambali Voyage, une fierté nationale. Au plan
international, Moscou affirme avoir perdu 63 soldats dans les bombardements après une frappe de 4 missiles d'explosifs. Euronews. L'attaque ukrainienne du 31 décembre se serait produite ici, à Makivka, près de Donetsk, zone occupée par les forces russes. Kiev affirme que 400 soldats ont été tués dans ces frappes. Moscou, qui ne donne que très peu d'informations depuis le début de la guerre, a reconnu des pertes, mais moins nombreuses que ce qu'affirme l'Ukraine. 63 militaires russes ont été tués après une frappe de 4 missiles à tête explosive sur un point de déploiement temporaire, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense. Une assistance sera fournie aux proches des militaires décédés, a-t-il dit. Les forces d'occupation russes ont affirmé que des frappes ukrainiennes survenues après le Nouvel An avaient fait au moins 1 mort et 15 blessés dans l'est du pays, où se concentrent les combats les plus violents. L'Ukraine, pour sa part, a fait état de bombardements russes sur Kiev et d'autres villes samedi, dimanche et lundi, qui ont fait 5 morts et une 50aine de blessés. Des bombardements qui ont de nouveau provoqué des coupures de courant, notamment dans la capitale ukrainienne. Le pari est de provoquer l'épuisement du peuple ukrainien, a déclaré Volodymyr Zelensky, l'épuisement de notre défense aérienne et de notre secteur énergétique. Alors que la guerre dure depuis bientôt 11 mois, un sommet doit se tenir le 3 février entre Kiev et Bruxelles, avec au menu un plan d'aide financière et des nouvelles livraisons d'armes. Toujours sur Euronews, l'immunité de 2 eurodéputés levés accusés de corruption dans l'affaire du Qatar Gate. Suivi. La présidente du Parlement européen a lancé une procédure d'urgence pour lever l'immunité de 2 députés européens suite à une demande des autorités judiciaires belges. Les 2 eurodéputés seraient impliqués dans une affaire de corruption au profit du Qatar qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre l'Émirat et l'UE. Dans un tweet, Roberta Metsola affirme vouloir lutter contre l'impunité au sein de l'Assemblée, mais ne donne pas les noms des élus incriminés. Il s'agira en fait du Belge Marc Tarabella et de l'Italien Andrea Cozzolino. Tous 2 sont membres du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement. La vice-présidente du Parlement, l'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, a été arrêtée par la police belge en décembre dans le cadre de l'enquête. Elle et 3 autres personnes ont été inculpées pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Au total, lors des perquisitions courant décembre, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d'euros en liquide, saisis notamment au domicile d'Eva Kaili, ainsi que dans une valise transportée par le père de celle-ci. Et c'est l'essentiel de l'actualité, messieurs, dames. Merci de votre aimable attention. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 25.500.